vérité au cœur de l'information. C'est parti pour l'opération Zéro Cataracte à Niamtougou, dans la préfecture de Doufelgou, une initiative du chef de l'État pour soulager les personnes affectées. Nous irons sur place dès le début de ce journal pour le lancement de cette campagne. Au programme également ce soir, les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les travaux sont ouverts ce lundi à Lomé. En marge, une table ronde virtuelle sur la construction des systèmes de santé en Afrique. Le Premier ministre Victoire Tomiga Dobé y a pris part. Plus d'informations dans un instant. Et puis nous irons dans la région des Savanes où vient d'être lancé un projet de restauration des flancs de montagne et écosystèmes dans le canton Naki-Est. Une action pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Direction tout d'abord, préfecture de Doufelgou pour l'opération Zéro Cataracte lancée à Niamtougou, une action du chef de l'État. L'objectif est d'opérer 10 000 personnes souffrant de cette maladie oculaire sur toute l'étendue du territoire national. Nestor Mouzou. Le mandat social du président de la République, Foresos Magnazingbe, se traduit de plus en plus dans les faits. Le projet Zéro Cataracte qu'il vient d'initier est une illustration. C'est ce projet que les cadres du parti Union pour la République UNIR Doufelgou lancent à cette rencontre au centre hospitalier préfectoral de Niamtougou. Le projet s'intéresse aux malades indigents. Les consultations et les traitements sont gratuits. Franchement, personne n'aurait pensé qu'il avait vraiment dans ses actions sociales l'opération des gens qui ont le cataracte. Vraiment, nous ne pouvons dire un grand merci au chef de l'État. Les populations sont très heureuses. Vraiment, cette action sociale, je pourrais dire que c'est une action phare. Et c'est pour le bonheur. Il a été élu par le peuple. Et ce peuple va jouir de leur choix judicieux. Ayant appris la gratuité des consultations et des traitements de cette opération Zéro Cataracte, nombreux sont ceux qui se sont présentés au centre hospitalier préfectoral de Niamtougou pour ne pas laisser passer cette chance. Je suis souffrant des maux durs pour la lecture. Alors comme j'ai appris cela, je suis venu pour me faire consulter et voir exactement quelle sorte de lunettes on pourra m'octroyer pour la lecture. Vraiment, je remercie l'initiative que le chef d'État a prise. Je suis venu pour qu'on me traite les yeux. Je remercie vraiment le chef de l'État d'avoir pensé à sa population et vraiment de nous aider pour que demain, nous puissions voir tout ce qu'il va réaliser et que vraiment qu'il nous aide davantage, que franchement, Dieu l'aide aussi à veiller sur sa population. Le projet Zéro Cataracte sera exécuté sur toute l'étendue du territoire national. Commencé par les Savanes, il est aujourd'hui à l'étape de la région de la Kara. Sur l'ensemble du pays, il est prévu d'opérer 10 000 personnes souffrant de la cataracte et d'offrir 20 000 lunettes aux populations. Environnement et la restauration de flancs de montagne et écosystèmes dans le canton de Naki-Est. Le projet est lancé par l'ONG Gestion de l'environnement. Le contenu et l'impact de ce plan, Gérard Lagoudou. Flancs de montagne et écosystèmes dans le canton de Naki-Est, bientôt restaurés. En plus des effets du changement climatique, l'action humaine sur l'environnement ne favorise pas les activités agricoles dans le milieu. Les montagnes, vous ne les voyez pas nues aujourd'hui comme on le voit, c'était couvert. Mais le fait que la population s'est accrue, alors sa pression aussi sur les ressources naturelles s'est amplifiée. On a tout déboisé. Les flancs de montagne, avant, il y avait le petit gibier dedans. Il y avait ça, vous ne trouverez plus rien aujourd'hui. Alors, il y avait des oiseaux, le petit gibier, et tout était très beau. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Quand il pleut, l'eau qui tombe sur les flancs, ça ramène la terre vers la plaine. Et ça va
dans le bas-fond. Le présent projet de restauration a une durée de 24 mois avec des axes stratégiquement bien définis par l'ONG JIVAPAF. Gestion de l'environnement et valorisation des produits agropastoraux et forestiers. On va stabiliser la dégradation des flancs de montagne avec des pieds d'arbres que nous allons vraiment faire sur 2 km, disons environ 3 hectares. Il faut renforcer aussi les capacités, l'autonomie financière des femmes. Les femmes qui font le beurre de karité sur les bonnes pratiques aussi, et les aider en équipement pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions de travail, donc améliorer leurs revenus. Ce serait la même chose pour les jeunes qui font le miel. Donc tout ceci, c'est pour les amener à se détourner des ressources végétales. Les ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement sont également impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Les riverains sont également appelés à jouer leur partition pour la reprise des activités socio-économiques dans le canton de Naki-Est. L'initiative est financée à hauteur de 19 826 000 francs CFA par le PNUD à travers le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial avec la participation de l'ONG JIVAPAF qui s'élève à 5 785 000 francs CFA. Dans la préfecture de Thône, c'est le barrage hydro-agricole de Nakré qui est en réhabilitation. Le projet est porté par l'Association centrale africaine pour un développement intégral et durable. 21 millions de francs CFA pour permettre une reprise des activités socio-économiques au profit des riverains. Les détails, Gérard Laboudou. Le barrage hydro-agricole de Nakré. Nous sommes dans la commune de Thône 3. L'ouvrage a perdu toutes ses valeurs ces dernières années. Les riverains n'ont plus droit aux activités socio-économiques souvent développées en période de sécheresse. Je sais ce que ce barrage était dans les années 80 quand il était aménagé. Donc tout autour, il y avait la vie économique. Les activités maraîchères se déroulaient très bien et la population tout autour était à l'aise. Mais depuis son ensablement, vraiment, c'est devenu une galère autour des populations parce que après la campagne agricole proprement dite, les gens sont obligés de quitter le milieu, les jeunes braves quitter le milieu pour aller soit au Ghana, soit ailleurs pour chercher de l'argent. D'ici à 18 mois, l'ouvrage aura un nouveau visage. Finalité du projet d'aménagement et de développement des activités agricoles autour du barrage hydro-agricole de Nakré. L'initiative est portée par l'Association centrale africaine pour un développement intégral et durable, CADID. C'est une grande joie pour nous parce que ce projet est porteur et à cette occasion, je crois que tel que l'activité vient d'être lancée, les techniciens vont se mettre au travail pour que nous puissions avoir un barrage bien réparé, bien aménagé, qui peut donner un soulagement à la communauté de Nakré. Il serait important que la communauté s'associe aux techniciens qui vont travailler sur le terrain. Et je crois que cette réhabilitation vient à point nommé parce que ça va aider beaucoup les populations tout autour du barrage qui ne sont pas paresseux, mais qui manquent de points d'eau pour développer des activités maraîchères. Au-delà des activités agricoles et maraîchères, les travaux couvrent également le renforcement de l'écosystème à travers le reboisement. Le projet est soutenu financièrement par le PNUD à travers le Fonds pour l'environnement mondial FEM à hauteur de 21 570 000 francs CFA avec l'accompagnement technique du gouvernement togolais. Le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ouvrent ce jour 18 avril et ce jusqu'au 24 avril leur traditionnelle réunion de printemps. En marge de ces sessions, une table ronde virtuelle s'est déroulée. Elle est axée sur la construction de systèmes de santé forts et résilients en Afrique de l'Ouest et centrale. Occasion pour le Premier ministre togolais, Victoire Toméga Dogbe, de partager les succès du Togo dans la lutte contre le Covid-19 et les mécanismes mis en place pour accompagner les couches vulnérables. Écoutez cela. Une table ronde virtuelle en marge aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le Togo prend part aux échanges. Au centre des discussions, la construction des systèmes de santé forts et résilients en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Occasion pour le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe de présenter aux participants les efforts du Togo dans le domaine de la santé, les expériences du pays dans la lutte contre le Covid-19 notamment. En dehors des actions de soutien aux ménages, un programme innovant de transfert monétaire Novici, ce qui veut dire solidarité en langue locale, a été mis en place au profit des Togolais les plus vulnérables pour un montant d'environ 20 millions d'euros. Déployé en moins de 3 semaines après le début de la crise, Novici a permis de toucher en quelques mois plus de 800 000 Togolais. À ce jour, près de 1 200 000 personnes âgées de plus de 18 ans ont pu être vaccinées, soit un taux de couverture de 30%. C'est donc un peu moins de 3 millions de doses de vaccins qui ont été administrées, faisant ainsi du Togo le pays le plus vacciné de l'UEMOA. Nous avons pu tester ainsi notre résistance et notre réactivité. D'où l'importance pour les pays africains de tirer des leçons de la crise sanitaire liée au Covid-19. Sur la base des progrès du Togo en la matière, le Premier ministre fait des propositions. Nous voudrions proposer que les pays africains fournissent plus d'efforts pour soutenir des investissements durables en faveur de la mise en place de systèmes de santé solides et résilients. C'est-à-dire des investissements massifs se focalisant sur le double objectif de la couverture sanitaire universelle et de la sécurité sanitaire. Ainsi, les efforts doivent se focaliser sur des actions clés suivantes: le redressement et la transformation des systèmes de santé par l'investissement massif dans des fonctions essentielles de santé publique, de soins de santé primaires avec l'utilisation des moyens digitaux. Ceci doit se faire en garantissant l'engagement et la participation de la communauté. Le renforcement des capacités d'anticipation en intégrant la prévention des risques et la gestion des urgences sanitaires. Un peu plus de 2 ans que la pandémie du Covid-19 sévit avec un impact sérieux sur les économies des États. Le sujet va être abordé plus amplement au cours des réunions de printemps de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international jusqu'au 24 avril prochain. Au premier trimestre 2022, l'Agence nationale du volontariat a mobilisé 7 929 volontaires. Le chiffre est en hausse par rapport aux prévisions. Au cours de la même période, des emplois ont été créés dans plusieurs secteurs. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec le directeur général de l'ANVT, l'Agence nationale du volontariat au Togo, Omar Agbamba. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui du niveau de mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'ANVT au premier trimestre 2022? Merci madame. Comme vous l'avez introduit, l'Agence nationale du volontariat au Togo, en début de chaque année, fixe des objectifs de l'année selon la lettre de mission du gouvernement. Donc cette année, la lettre de mission du gouvernement a permis à l'ANVT de fixer un objectif de 7 361 volontaires à mobiliser pour le compte de l'année 2022. Mais à la fin du premier trimestre, nous sommes à près de 8 000 volontaires mobilisés, comme vous l'avez signifié dans votre introduction. Ceci grâce à l'impulsion que le gouvernement a donnée au volontariat comme un mécanisme accélérateur de la mise en œuvre des programmes de développement dans les différents secteurs. Également, grâce au fait que, parlant de la région des Savanes, il y a un plan d'urgence national lancé par le gouvernement pour soutenir cette région. Donc, les activités ont été accélérées déjà au mois de janvier, et ce qui nous a permis de dépasser déjà les prévisions, où nous sommes déjà à 107,7% d'atteinte de nos objectifs au premier trimestre. Oui, d'accord. Et en termes d'emploi au profit des jeunes, quels sont les chiffres dont vous disposez? D'abord, c'est la première question. Et dans quel secteur ces emplois sont créés? Les volontaires, nous les mobilisons dans les secteurs clés: l'éducation, la santé, le développement communautaire, l'appui à la décentralisation
au fonctionnement de nos collectivités locales. Donc, nos volontaires ont été mobilisés pour les 117 communes avec un accent particulier dans la région de Savane. Donc, c'est les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé, les secteurs de la planification et de gestion de projets au niveau des collectivités locales et l'assainissement, l'hygiène, l'environnement. C'est tous ces secteurs qui ont été ciblés et dans tous ces secteurs, les volontaires évoluent et apportent une contribution considérable pour le développement du pays. Et êtes-vous certain que vos actions ont un impact sur le quotidien des Togolais? Évidemment, le volontariat, je peux dire que c'est un mécanisme accélérateur du développement du pays. Et quand on devait atteindre un objectif à peut-être 90%, le volontariat peut permettre d'aller à 100, voire plus, de faire mieux et de faire plus. Et aujourd'hui, pour permettre de mesurer l'impact du volontariat dans le développement du pays et dans les différents secteurs, et particulièrement dans la mise en œuvre des ODD, l'année surpassée, le programme de volontariat des Nations Unies a financé une étude pour mesurer l'impact du volontariat au Togo dans les domaines de la santé et de l'éducation. Ça a permis de constater que dans le domaine de l'éducation, par exemple, sur environ 500 volontaires mobilisés, cela a permis de gagner 10 points, c'est-à-dire que de passer d'un ratio enseignant-élève de 47 élèves pour un enseignant à 37, grâce à l'appui des volontaires. Au premier cycle du secondaire. Au second cycle du secondaire, ça a permis de gagner 5 points. Du coup, en termes de réussite au BPC également, on a pu constater que l'appui des volontaires ont permis d'augmenter le taux de réussite de 12% au niveau du BPC et de 10% au niveau du baccalauréat. Donc tout cela, c'est des éléments tangibles. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le VIH et tout ce qui est des programmes élargis de vaccination au niveau des formations sanitaires, l'appui des volontaires de la santé également ont permis d'améliorer les indicateurs dans le domaine de la santé du pays. Donc l'impact du volontariat est extraordinaire dans ce sens que d'abord, ça permet la cohésion nationale. Ça permet à ce que des jeunes Togolais qui étaient quelque part puissent aller découvrir le Togo des profondeurs, puissent apporter les premiers secours aux populations qui en ont besoin, puissent être présents pour apporter le changement. Dans les communes, avec notre décentralisation qui est naissante, le travail extraordinaire qu'abattent les volontaires d'engagement citoyen, je voudrais dire au passage, qui sont presque 5500 cette année, avec presque 500 seniors, donc au total 6000 volontaires dans les 117 communes qui apportent un changement au sein de ces communes. Et ces volontaires actuellement sont à pied d'œuvre pour produire des millions de plants pour être reboisés au 1er juin. Ils sont en train de produire des pépinières en ce moment et de préparer les reboisements, de dégager des dépotoirs sauvages, de curer des caniveaux, d'aménager des espaces verts dans toutes les 117 communes. Donc je pense que l'impact est énorme. Et au vu de ces résultats, de nouvelles perspectives? Les nouvelles perspectives, c'est que nous voulons continuer de porter le volontariat comme un outil innovant, comme ça a été décidé par le chef de l'État et tout le gouvernement, un outil innovant qui apporte un impact significatif dans l'amélioration des conditions de vie des populations, qui aussi permettent une participation des jeunes au développement du pays. Donc nous allons continuer d'être là pour soutenir toutes les actions des acteurs de développement au niveau du pays. D'autres perspectives également, c'est continuer de garder l'Agence nationale du volontariat comme une agence de référence, une structure de référence en matière du volontariat, et c'est le lieu de vous faire part de l'intérêt que l'Union africaine accorde au programme de volontariat du Togo. Tout récemment, dans un souci de développer une politique, un modèle de politique de volontariat pour les pays africains, modèle de politique dont
les pays devraient s'inspirer. S'ils doivent développer un programme de volontariat, c'est le Togo qui a été sollicité à travailler sur ce modèle. Et ce modèle a été validé le 31 mars dernier avec satisfaction de tous les acteurs. Donc je pense que le Togo continuera d'être un leader en matière de volontariat et en matière de participation des jeunes au développement à travers l'initiative volontariat. Merci, Monsieur Omar Agbangba, pour cet éclairage. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale du volontariat du Togo. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci. Hors du Togo, en Afrique du Sud, un incendie ravage un bidonville du Cap. Pendant plusieurs heures, les secours se sont relayés à Langa, un bidonville de la ville du Cap. Certains habitants qui ont perdu leur maison dans les flammes se résignent à passer la nuit en plein air. Pendant plusieurs heures, les secours se sont relayés à Langa, un bidonville de la ville du Cap en Afrique du Sud. Certains habitants qui ont perdu leur maison dans les flammes se résignent à passer la nuit dehors. Sur ces images impressionnantes, on peut voir les dégâts causés par l'incendie qui a ravagé une partie des habitations et des habitants qui tentent tant bien que mal d'éteindre les flammes à l'aide de seaux d'eau. Malgré les moyens mis en œuvre par les secours et les pompiers, l'incendie qui s'est déclaré samedi soir a mis plusieurs heures avant d'être totalement maîtrisé. Pour l'heure, aucun mort ni blessé n'est à déplorer selon les autorités. Le bilan est surtout matériel. Des centaines de personnes se retrouvent désormais sans abri. Environ 300 habitations auraient été détruites selon le porte-parole des pompiers de la ville. Par ailleurs, on ne sait toujours pas ce qui a causé cet incendie dévastateur. Les autorités affirment vouloir pour l'instant prioriser l'aide aux victimes. Toujours en Afrique du Sud, une baisse des précipitations a permis une accalmie après une semaine d'inondations sur la côte Est, les pires jamais enregistrées dans le pays. Ces inondations ont fait 443 morts et entraîné de vastes destructions. C'est l'heure du bilan en Afrique du Sud. Après les terribles inondations, la météo plus clémente permet maintenant à chacun de constater l'ampleur des dégâts. 4000 maisons entièrement rasées et des centaines de victimes. Les familles ont du mal à réaliser. Ma nièce dormait avec moi. Quand la coulée de boue a eu lieu, elle a été emportée par les eaux. Nous ne savons pas où elle est. Elle n'a pas été retrouvée. Depuis mercredi dernier, de fortes précipitations n'ont cessé de s'abattre sur la côte est du pays, provoquant des inondations et des glissements de terrain meurtriers. C'est dans la région du KwaZulu-Natal que la grosse partie des victimes a été enregistrée. Ce matin, le KwaZulu-Natal a reçu 38 appels et sur les lieux où nous nous sommes rendus, 6 corps ont été retrouvés. Nous en sommes à environ 63 personnes disparues ou portées disparues. Ce bilan s'élève maintenant à 443. Les équipes de secours, épaulées par l'armée, restent mobilisées. Selon le ministre, des milliards seront nécessaires pour reconstruire la province. Le gouvernement sud-africain vient d'annoncer qu'une aide d'urgence de 63 millions d'euros serait débloquée. Premier décès à Shanghai depuis le début du confinement. 3 personnes âgées, des chiffres suscitant certaines interrogations au vu du faible taux de vaccination chez les seniors en Chine. La ville est soumise depuis la fin du mois de mars à un confinement extrêmement strict. 15e jour de confinement à Shanghai. Ici, 25 millions d'habitants vivent au rythme de la politique chinoise du zéro Covid. La ville ordonne désormais le dépistage massif de tous ses habitants. Les laboratoires de la capitale économique chinoise mettent donc les bouchées doubles. Pour la première fois depuis le confinement, les autorités chinoises avancent un bilan. Le 17 avril, 3 décès liés au Covid-19 ont été signalés. Il s'agissait de personnes âgées qui souffraient de diabète et d'hypertension notamment, des maladies sous-jacentes graves. Tous n'avaient pas été vaccinés contre le nouveau variant du Covid. Après leur admission à l'hôpital, leur état s'est détérioré. Ils sont décédés du Covid malgré les nombreuses tentatives pour les sauver.
À Shanghai, la population est épuisée par la politique inflexible des autorités face au virus. L'accès à la nourriture est souvent difficile. Jeudi, des habitants en colère ont affronté des policiers venus les obliger à céder leur appartement pour isoler des personnes positives au coronavirus. Vous nous avez interdit de nous rassembler ou de sortir et nous avons obéi. Mais maintenant, vous voulez placer les patients infectés avec des taux de transmissibilité élevés à moins de 20 mètres de certaines habitations. Que voulez-vous que nous fassions, nous, les gens ordinaires ? Les autorités se donnent jusqu'à mercredi au plus tard pour interrompre la propagation de l'épidémie de coronavirus hors des zones de quarantaine. Au Togo, à ce jour, lundi 18 avril 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 967, 2 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 679. Le nombre de cas actifs est de 15 et le nombre de décès est de 273. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Zoom à présent sur la révision des engins. Peu sont ceux qui s'en soucient. Et pourtant, il est important de procéder à l'entretien de sa voiture ou moto avant d'effectuer un déplacement pour éviter des surprises désagréables. Entretenir son engin pour circuler en toute sécurité. Trinité KLM nous propose les bons réflexes. Dossier présenté par Dodo Waré. Tout en sueur, Dakou traîne sa moto sous le chaud soleil. Une panne a surpris le motocycliste sur le chemin de la maison. Au bout de la rue, il aperçoit un mécanicien à 2 roues. J'ai garé la moto, je voulais reprendre ça, mais je suis en train de démarrer, ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est pourquoi j'ai amené ça chez les mécaniciens. Quelques manœuvres et la panne est détectée. Gaspard est mécanicien depuis quelques années. Les pannes de ce genre, c'est la routine chez lui. Dakou va devoir débourser une petite fortune pour faire réparer sa moto. Ça y est, elle vient d'être réparée. Cette moto en réalité a besoin de révision. Dans les révisions, on revoit par exemple les freins. Le conseil à donner à tous les motocyclistes, c'est de faire régulièrement la maintenance. En plus, il faut être très attentif quand on est propriétaire d'engin. Dès que vous remarquez un petit changement dans le fonctionnement de votre moto, faites immédiatement recours à un mécanicien. À quelques encablures de là, 2 voitures immobilisées en attente de réparation. D'après le patron du garage, ces pannes auraient pu être évitées. Il y a longtemps que ces 2 voitures sont passées en révision. La révision périodique d'une voiture, ce sont toutes les opérations qui permettent à s'orienter dans l'état actuel de la voiture. La révision a 2 objectifs. Le premier, c'est d'éviter les pannes coûteuses, parce que si vous faites régulièrement entretien, révision, vous faites les réparations périodiques, vous évitez les pannes coûteuses. Deuxième, c'est la sécurité routière. Et quand on parle de la sécurité routière, il ne faut pas seulement que le conducteur pense que de sa sécurité au volant. On parle aussi de la sécurité des passagers qu'il conduit et des autres usagers de la route. Un entretien régulier maintient en bon état nos motos, nos véhicules. L'année dernière, plus de 600 personnes ont péri dans les accidents de la route. Plusieurs cas sont liés au mauvais état des engins. Allez, pour finir, ambiance bon enfant à la plage de Lomé. Les chrétiens y étaient pour célébrer la fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ ce dimanche. Sandra Gauthier nous propose quelques images, reportage présenté par Gerson Dovo. Une plage pleine de vie un dimanche après-midi de Pâques. Ce n'était pas le cas l'année dernière pour cause Covid. Ça fait belle lurette.
fête qu'on a découvert. On est venu à ce lieu pour célébrer une fête quelconque. Alors nous sommes sortis pour prendre le vent et se réjouir un peu, quoi. Cette fois, chacun veut bien profiter du sable fin et de lait marin en ce temps de fête. Pour la famille Boko, la Pâque coïncide avec l'anniversaire du fils. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon enfant. C'est tombé juste sur la Pâque. C'est une bonne réjouissance. Pas de fête sans musique ni danse. Des groupes de jeunes batteurs se sont vite improvisés en orchestre. Un après-midi de Pâques à la plage, c'est aussi de la promenade au galop. C'est les enfants qui ont choisi, c'est pas nous qui avons choisi. Donc on est venu pour faire plaisir aux enfants, c'est pour ça que nous sommes à la plage. L'important c'est d'être en famille. Moment de détente à immortaliser, instant de baignade aussi. En tout cas pour certains qui n'ont pas la phobie des vagues. De futur Ronaldinho qui rappelle bien la plage de Copacabana au Brésil. Eh bien on en trouve ici aussi, dans le sable fin de Lomé. Le spectacle fait le régal en amoureux. Ou lors d'une partie de pique-nique, les selfies font le reste pour de beaux souvenirs de la fête. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée.